Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver dans Washington Forum. Gros plan sur la tournée du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest cette semaine. Antonio Guterres réclame le départ des juntes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. L'occasion également pour lui d'aborder le danger terroriste au Sahel, tout comme celui du climat, sans oublier l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'Afrique. Quelles sont les retombées de ce périple africain du patron de l'ONU? Comment mieux aider le continent à affronter les problèmes qui l'affligent? Détails et décryptage à venir avec nos invités. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. 3 pays ouest-africains en 5 jours, de samedi à mercredi. Antonio Guterres s'est rendu au Sénégal, au Niger et au Nigeria. Le voyage a permis au chef de l'ONU de braquer les projecteurs sur les multiples crises qui ébranlent une bonne partie du continent, comme nous le résume Dili Diko. Antonio Guterres s'est rendu samedi au Sénégal, jour de ses 73 ans, pour une visite officielle les 1er et 2 mai. Lors de cette première étape de sa tournée ouest-africaine, le chef des Nations Unies a visité le chantier du futur siège de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, situé dans la ville de Diamniadio. En conférence de presse avec le président sénégalais, M. Guterres a souhaité que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali s'effacent au plus vite et exhorté les pays riches à tenir sans tarder leurs promesses d'aide. Nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des 3 pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. À Dakar, M. Guterres est également allé dans une usine de fabrication de vaccins en construction par l'Institut Pasteur. Et lors de la conférence, le président Macky Sall a mis l'accent sur les vaccins anti-Covid, la situation économique de la sous-région et l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en Afrique. L'Afrique, en dehors de l'initiative COVAX que nous avons saluée, est restée encore en attente de solutions qui doivent faciliter la relance économique du continent. Entre-temps, la crise ukrainienne est venue amplifier par sa nature cette crise, puisque nous avons des tensions sur l'approvisionnement des produits pétroliers et il y a une volatilité sur les prix qui impacte tous les pays. Il y a une poussée inflationniste qui ne laisse aucun pays en reste et il y a surtout des menaces de famine du fait que les fertilisants viennent également de la même région. Arrivé à Niamey, le secrétaire général de l'ONU a de nouveau souligné l'importance de la stabilité dans la région avec une attention particulière sur les questions sécuritaires. En regardant la performance remarquable de l'armée du Niger, la communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger, du point de vue financier, du point de vue des équipements, du point de vue des aspects d'entraînement. Toujours au Niger, Antonio Guterres a rencontré à Oualam, à une centaine de kilomètres de Niamey, des déplacés nigériens ainsi que des réfugiés maliens et burkinabés ayant fui les attaques terroristes. Pour la dernière étape de sa tournée ouest-africaine, il a pris la direction de Maïdougouri, au Nigeria, afin d'évaluer la situation sécuritaire dans l'état de Borno, frappé par une longue insurrection djihadiste. Bien sûr que les conditions ne sont pas bonnes. Et c'est pourquoi adopter la politique suivante est une décision sage. Faisons ce que nous devons faire en termes de soutien humanitaire pour ces temps, mais essayons de trouver une solution pour les personnes. Oui, la solution est de créer des conditions sûres, des conditions de développement pour qu'ils puissent rentrer chez eux en sécurité. Au Nigeria, Antonio Guterres a rencontré mercredi le président Muhammadu Buhari pour une conférence conjointe. La visite officielle du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest a permis de remettre à l'ordre du jour les priorités de la région, notamment la lutte contre le terrorisme, l'amélioration de l'aide humanitaire et la stabilité politique.
Merci bien Dili Diko. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités pour décortiquer la tournée ouest-africaine du chef de l'ONU. Via Skype de Yaoundé, Dr Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Il est également enseignant associé à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques de Paris et directeur général de Thinking Africa Cameroun. Ibrahima Khan, directeur du bureau de plaidoyer de l'ONG Open Society Foundations auprès de l'Union africaine. Il nous rejoint de Dakar au Sénégal. Et troisième participant qui lui est en direct du studio de la VOA à New York. Il s'agit de Jean-Victor Nkolo, haut conseiller à l'ONU. Il a été porte-parole de 3 anciens présidents de l'Assemblée générale des Nations unies. Jean-Victor Nkolo, je commence par vous justement. Le périple africain d'Antonio Guterres est intervenu peu après sa tournée en Russie et en Ukraine. Pourquoi le patron de l'ONU a jugé important de se rendre en Afrique au terme de son voyage dans ces 2 pays en guerre? Jacques Aristide, bonjour, merci. Je salue mes frères et confrères qui sont à Yaoundé et à Dakar. Et je pense qu'il faut commencer par replacer l'arrivée en Afrique de l'Ouest du secrétaire général dans un contexte de politique internationale, une situation très tendue. En effet, le secrétaire général Antonio Guterres, en arrivant au Sénégal, venait de la capitale ukrainienne. Et en réalité, c'est sous les bombes russes qu'il est parti de Kiev. C'est dire que c'était un véritable soulagement pour le numéro 1 des Nations Unies d'arriver au Sénégal. C'est un symbole parce que cela veut dire que des crises qui sont perpétrées dans le cœur de l'Europe ne laissent pas l'Afrique indifférente. Et le secrétaire général a certainement eu à discuter avec les chefs d'État africains qu'il a rencontrés, non seulement la question ukrainienne, mais aussi les questions qui les préoccupent au premier rang, la sécurité, la lutte contre le djihadisme, mais aussi une possible crise alimentaire qui s'annonce. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut mettre au-dessus de cette liste la question de la stabilité et de la démocratie. Parce que, comme le secrétaire général l'a si bien dit, il faut un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les pays où des militaires ont pris le pouvoir. Justement, on va y revenir, Jean-Victor. Absolument, on va y revenir. Alors, la guerre en Ukraine aggrave une triple crise à travers l'Afrique, alimentaire, énergétique et financière. C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres à son arrivée à Dakar. Partagez-vous cet avis, Samuel Gembok, brièvement? Je pense qu'il faut faire très attention sur les analyses qui peuvent être faites en termes de conséquences ou d'impact de la guerre russo-ukrainienne. Je pense que l'Afrique, dans son ensemble, avait déjà des défis structurels auxquels elle faisait face. Et donc, il est prématuré de dire que cette crise accélère ces défis. En conséquence, je pense que au cours des années qui viennent, au cours des mois qui viennent, il sera plus pertinent de l'admettre. Je pense que la guerre russo-ukrainienne a un impact pas structurel sur l'évolution des principales problématiques du continent, que ce soit en matière de stabilité ou en matière de performance économique. Je pense plutôt qu'elle peut avoir des incidences si les choix opérés par les Africains sont en faveur ou en défaveur d'un camp ou d'un autre. Et alors là, on pourrait voir des conséquences beaucoup plus structurelles sur ces différentes problématiques. D'accord. Alors, dans la capitale sénégalaise, là où vous vous trouvez, Ibrahima Khan, Antonio Guterres n'a évidemment pas manqué de critiquer les juntes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Quel a été son message en direction des colonels qui dirigent ces pays, Ibrahima? Son message a été le même que celui de la CEDEAO. C'est-à-dire que les militaires n'ont pas vocation à diriger des États, ils ont vocation à protéger des pays et on en a grandement besoin dans le contexte ouest-africain. Et il a demandé à ce que le retour des militaires se fasse le plus rapidement possible pour qu'on retrouve un ordre constitutionnel normal dans ces pays et qu'on commence véritablement à s'attaquer aux vrais problèmes de ces pays, des problèmes de gouvernance et autres. Et je pense que ce message-là était très clair
et ne faisait que renforcer ce que la CEDEAO avait déjà dit. Oui, effectivement, les militaires dans ces pays ont déjà fait part d'une fin de non-recevoir aux appels de la CEDEAO. Serez-vous étonné que les colonels fassent la sourde oreille aux demandes du patron de l'ONU, Ibrahima ? Mais je pense que les colonels commencent à bien entendre ce qu'on leur dit ça et là, parce que pour ne prendre que le cas de la Guinée et du Burkina, qui avaient quand même pris des positions très tranchées par rapport à la CEDEAO, ces mêmes dirigeants ont envoyé des délégations à Abuja et à Accra pour demander des délais afin de leur permettre de faire des consultations et de revenir à la CEDEAO avec des délais plus précis par rapport à la transition. Ça montre que le fait que les Nations Unies et la CEDEAO parlent le même langage fait aujourd'hui que ces militaires commencent à avoir des attitudes beaucoup plus conciliatrices qu'elles ne l'avaient avant. Et je pense que ça, c'est une bonne chose pour la région. En fait, samedi dernier, la junte guinéenne a même fait état d'un intérim de 39 mois au moment où Antonio Guterres entamait sa tournée. Ce timing, Jean-Victor, peut-il être interprété comme un pied de nez à l'ONU et à ses partenaires africains ? Je pense que les pays ont leur souveraineté, mais doivent assumer leurs décisions. Cependant, il faut dire qu'on fait ici un mauvais procès à la CEDEAO. J'ai eu l'honneur d'organiser des réunions avec les organisations sous-régionales à Addis Abeba dans le passé, dans ma carrière. Et je dois dire que la CEDEAO est justement l'une de ces organisations qui a fait beaucoup d'avancées en matière d'intégration. Or, l'intégration africaine est au cœur de la stratégie de l'Union africaine. Et la CEDEAO doit vraiment avoir les moyens de se faire entendre. Et je pense qu'il serait malvenu à ces dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir, parce que 39 mois, c'est beaucoup et il peut se passer beaucoup de choses, de ne pas écouter la CEDEAO, parce qu'il n'y a pas d'avenir en dehors de la question de l'intégration. En réalité, toute la stratégie pour l'essor de l'Afrique se repose sur la question de l'intégration. Il est donc de l'intérêt de ces pays d'écouter la CEDEAO, comme l'a si bien dit mon frère à Dakar. La CEDEAO et le secrétaire général et les Nations Unies parlent le même langage. Et je crois que ces pays vont devoir mettre un peu de l'eau à leur vin. Au Niger, Antonio Guterres est allé à la rencontre de déplacés et réfugiés qu'il a qualifiés de populations martyrisées par la violence djihadiste qui frappe beaucoup de pays africains. Samuel Gembok, que fait l'ONU pour leur venir en aide, en deux mots ? Je pense qu'il y a de nombreux programmes des Nations Unies qui apportent de l'aide aux personnes déplacées et aux réfugiés, non seulement au Niger, dans la sous-région du Sahel, mais au-delà même de ces pays. Le programme des Nations Unies pour le développement, par exemple, en partenariat avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, travaille strictement sur de divers programmes en apportant l'assistance sociale, humanitaire à ces milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut quand même, à un moment donné, stopper l'hémorragie. Et pour stopper l'hémorragie, il faut aller à la racine. Et pour aller à la racine, il faut voir les principales causes, à la fois au niveau national des pays de la sous-région, parce que si on cible principalement le Niger, alors que le Burkina Faso, à côté, le Mali, continue de produire des personnes déplacées, des réfugiés, alors ce travail est sérieusement dilué. Pour régler définitivement ce problème, je pense qu'il faut attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire assurer le bien-être social, l'équilibre parfait dans le lien que l'État doit protéger entre les groupes sociaux et tribaux, et donc assurer la bonne gouvernance, toutes ces problématiques que l'on connaît. Si cela n'est pas régulé, parfaitement maîtrisé, alors ce sera difficile de maîtriser le flux de cette population. Je vous propose maintenant 2 commentaires Facebook. Abdoulba, Bamako, Mali. On voit que ce monde est dirigé par des cohortes de mafieux. Comment peut-on demander à des autorités qui bénéficient de la légitimité populaire d'abandonner le pouvoir rapidement ?
En réalité, c'est pour tout simplement désigner leurs futurs vassaux. C'est le commentaire d'Abdoul Ba de Bamako au Mali. Autre commentaire, archiduc Théodore de Djamena, Tchad. Cette tournée d'Antonio Guterres est un signal fort pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais elle devrait être appuyée par des mesures adéquates aux situations et des sanctions irréprochables. Sinon, l'ONU sera toujours théorique dans ses réactions. Et voilà pour ces deux commentaires Facebook. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. À tout de suite. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Coup de projecteur sur le récent périple africain du chef de l'ONU, le premier d'Antonio Guterres depuis le début de la pandémie de Covid-19. Avant de retrouver nos invités, cap sur le Mali, que pensent les Bamakois de l'appel du patron de l'ONU au retour dans les délais les plus brefs des civils à la tête du pays? Mokhtar Bari a tendu le micro à quelques-uns d'entre eux. Bon, je crois que cet appel n'est pas le seul. Même la communauté, l'organisation communautaire qui est la CEDEAO aussi fait appel à ce que les autorités actuelles de la transition remettent rapidement le pouvoir aux civils. Donc à un retour constitutionnel normal, rapide. J'en pense que le pouvoir s'appartient aux civils. Mais vu les malfaits des civils, dont les militaires ont essayé de redresser l'État en voie normale. Donc ce que Guterres a dit, il a dit ce qu'il pense. Mais le dernier mot revient à la population. C'est la population qui décide le sort de sa peuple. Bon, personnellement, je pense que la junte doit laisser le pouvoir aux civils. Déjà, il y a tellement de promesses non tenues. La junte avait proposé 18 mois au pouvoir. Maintenant, ils veulent 5 ans. Si la junte continue jusqu'à 5 ans, est-ce que cela ne va pas influencer les autres militaires qui ont fait des coups d'État? Bon, quant à moi, avec les propos d'Antonio Guterres, là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que pourquoi nous, on demande le militaire? Parce qu'on a fait plus de 20 ans dans le pouvoir de civils. Là. Bon, pour le pouvoir de civils, vraiment, je ne souhaite pas, mais maintenant. 2 ans, un gouvernement, un pays pourri, c'est pas facile. Hein? S'il y avait de l'organisation, on peut dire que même 1 an, on peut gérer. Mais l'État est pourri. Comment tu peux arranger ça dans 2 ans? Même si lui-même vient ici, il ne peut pas arranger dans 2 ans. Le problème est que il faut qu'ils cherchent à connaître qu'est-ce qui provoque le coup d'État, parce que là où on est actuellement là, c'est comme les populations ont été déçues par les politiciens. Parce que les politiciens sont des marionnettes français, des Occidentaux. Donc, c'est là où on est actuellement, vraiment, on ne compte plus sur les politiciens, parce que les politiciens ils ne font plus nos affaires. Les avis de quelques Bamakois, et nous retrouvons nos invités via Skype de Yaoundé, Dr Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun,
En direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo, haut conseiller à l'ONU. Il a été porte-parole de 3 anciens présidents de l'Assemblée générale des Nations unies. Ibrahima Khan, directeur du bureau de plaidoyer de l'ONG Open Society Foundations auprès de l'Union africaine. Il nous rejoint de Dakar. Antonio Guterres a dit avoir évoqué avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Pour le patron de l'ONU, l'UA est un modèle en matière de coopération régionale. Ibrahima Khan, qu'en pensez-vous? Bon, si on regarde ce qui se passe sur le continent, on ne peut pas penser que l'Union africaine est un modèle. Le modèle peut être en mettant en place des normes, des règles pour gérer la question du terrorisme. Mais le leadership qui aide à vraiment combattre de manière effective, le leadership n'existe pas actuellement sur le continent. Et ça, c'est un vrai problème. Et regardez, par exemple, dans la zone du Sahel, c'est le G5, c'est-à-dire une structure pratiquement mise en place par les Européens qui aide actuellement à lutter contre le terrorisme, alors que les États africains ont tous les mécanismes, toutes les règles qu'il leur faut pour travailler sur cette question. Ils ne l'ont pas fait. Et je pense d'ailleurs que le fait que le secrétaire général des Nations Unies l'ait dit, c'est une sorte d'aveu que les Nations Unies aussi n'ont pas joué leur rôle dans cette lutte contre le terrorisme qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Ce n'est plus le Sahel, c'est l'Afrique australe, c'est pratiquement l'Afrique de l'Est, presque tout le continent africain qui est concerné. Oui. Et ça commence à être sérieux. Et il faut que les États africains maintenant commencent à développer leur propre stratégie de lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire des stratégies locales dans le Sahel et dans les autres régions. J'imagine que Jean-Victor va avoir tout de suite l'occasion de réagir à ce que vous venez de dire, Ibrahima. Alors, le patron de l'ONU a également dit son attachement à des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robustes mises en œuvre par l'UA et appuyées par l'ONU, bien évidemment, sur le modèle des opérations en cours en Afrique, au Mali notamment. Le Mali décrit comme l'épicentre de l'instabilité sahélienne. Le Mali qui vient de rompre des accords de défense avec la France, déjà en plein retrait militaire, alors que l'ONU elle-même doit trancher en juin prochain la question du renouvellement de la MINUSMA, sa mission au Mali. Jean-Victor Nkolo, comment l'ONU voit-elle cette situation qui continue de se dégrader entre Bamako et Paris sur fond d'accusations contre le groupe de paramilitaires russes Wagner? La situation se dégrade effectivement. Dans le cas du Mali, le mois de juin va probablement coïncider avec le retrait de certaines troupes étrangères, notamment les Allemands et les Français et d'autres troupes qui auront donc complété leur retrait. Cela peut en réalité nuire ou gêner beaucoup la mission des Nations Unies au Mali qui compte sur ces troupes pour, n'est-ce pas, sa protection et le fait de devoir se déployer dans tout le pays. En réalité, pour bien combattre le djihadisme, l'ONU n'est pas l'unique solution. Vous avez dans un hôpital un chirurgien, mais le chirurgien ne peut pas tout résoudre. On a besoin d'infirmières, d'assistantes, d'anesthésistes, etc. C'est un peu comme ça. Une mission des Nations Unies ne peut garder la paix que là où il y a une paix à garder. C'est donc une question de légitimité. Prenez par exemple le cas du Cameroun. Les militaires font leur travail comme ils devraient faire leur travail dans un pays. Ce ne sont pas nécessairement des militaires qui sont à la tête du ministère de la Défense. Dans le cas du Cameroun, vous avez le ministre de la Défense qui est discret, compétent, efficace, M. Betty Assomo, mais dans d'autres pays, les militaires ne peuvent pas être en même temps au pouvoir et en même temps aux manettes de la guerre. Et là, il y a une question de légitimité parce que les djihadistes, précisément, trouvent l'oxygène de leur combat dans les questions d'illégitimité, de mauvaise gouvernance et parfois de mauvaise gestion des forces armées. Le climat, autre thème abordé par le chef de l'ONU. Pour Antonio Guterres, les pays africains qui ne sont pourtant pas responsables du changement climatique en sont souvent les premières victimes. Il est également d'avis que l'urgence climatique accroît le danger sécuritaire. Il demande aux pays riches de tenir leur promesse des 100 milliards de dollars par an en faveur des pays pauvres à compter de 2020.
L'engagement n'a pas été tenu à ce jour, Samuel Gembok. Pour l'ONU, le problème est urgent. Que doit-elle faire donc pour que de tels engagements soient tenus rapidement, si vous pouvez? Je pense qu'on assiste là à une diplomatie de relégation, c'est-à-dire qu'au moment où cette décision est prise pour renforcer les caisses pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a la pandémie qui survient et après la pandémie, avant même que la pandémie ne soit maîtrisée, il y a la guerre russo-ukrainienne. Oui. Et donc ce sont là des problématiques qui sont, à mon sens, capables d'absorber tous les efforts de la communauté internationale. Les pays africains, leur contribution en ce qui concerne les questions environnementales, leurs contributions sont minimes. Les pays africains ne comptent que sur les grands pays, les grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, etc. Mais tout le monde est concentré sur la guerre russo-ukrainienne et la maîtrise des derniers rebondissements de la pandémie. Oui. Très vite, deux autres commentaires Facebook. Christian Djirabé de Djamena, Tchad. C'était sous l'œil de l'ONU que la Libye a été détruite. La RDC demeure sous l'insécurité. Toute l'Afrique est menacée par le terrorisme. Rien ne marchera. Un avis un peu pessimiste. Yao Marsla, Kofi Abidjan, Côte d'Ivoire. Le continent africain se porterait mieux si l'ONU prenait à bras-le-corps la question du terrorisme et surtout l'insécurité alimentaire aggravée par le conflit russo-ukrainien. Nous osons espérer que ce voyage africain du patron de la dite organisation servira à faire bouger les lignes pour le bonheur des peuples africains. Antonio Guterres est également d'avis que la communauté internationale doit investir à fond pour aider les armées africaines à combattre les groupes djihadistes. Des commentateurs font allusion à l'aide militaire envoyée en ce moment à l'Ukraine et se demandent si l'Afrique pourrait également bénéficier d'un tel type d'aide. Qu'en pensez-vous brièvement, Ibrahima Khan? Ça, c'est une question importante. Vous savez, la situation en Ukraine a révélé à tout le monde la discrimination que subissent les autres par rapport à un certain nombre de problèmes. Pendant combien d'années on a eu des guerres, des crises importantes en Afrique? Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, la Libye, la RDC et autres. Jamais la communauté internationale n'a essayé d'apporter une aide aussi massive que l'aide que l'Ukraine obtient actuellement des pays occidentaux dans sa lutte contre la Russie. Oui. Cela montre que ce monde-là est un monde qui est inégal, est un monde où ce sont les intérêts des uns et des autres qui priment par rapport à la... Parce que si l'Ukraine n'était pas en Europe, ça ne se serait pas passé de la même manière. Le temps file, chers invités. Ibrahima, j'aurais bien aimé avoir une réaction de Jean-Victor sur ce que vous venez de dire. Jean-Victor. Oui, tout à fait. Je pense qu'on juge un peu trop vite l'histoire présente. Il faut aller un peu plus loin. Il fut un temps où en Éthiopie, dans la guerre Est-Ouest, où la Somalie et l'Éthiopie étaient devenus véritablement un lieu de combat entre les deux camps, et Mogadiscio était devenu l'un des plus grands aéroports au monde, ne serait-ce que par sa distance et sa capacité, parce qu'à l'époque, les deux camps s'y combattaient. Il y a eu un déversement d'armes absolument incroyable dans cette région de la Corne de l'Afrique. Donc, à mon avis, ici, c'est encore une question de légitimité, et l'Afrique ne doit pas nécessairement se retrouver dans le conflit Est-Ouest ou Occident-Orient ou Occident-Asie, simplement parce que l'Afrique a son propre chemin à tracer. Et là, il y a d'abord la question de la gouvernance, de la stabilité et de la légitimité. Si nous ne gagnons pas ce combat, n'attendons pas de l'extérieur de l'aide, parce que ces pays-là sont là pour essayer d'aider leurs propres intérêts stratégiques, pas les intérêts de l'Afrique. Oui. Jean-Victor, ce sera